les illusions visuelles. Alors évidemment, sans les voir, ça perd un petit peu de son charme. Mais l'idée générale, et puis je vous montrerai peut-être des exemples tout à l'heure, c'est que on croit que ce sont des pannes de notre système visuel. On dit « Oh là là, mon système visuel est trop bête, je lui ai montré un objet tout petit, et en fait, il croit que c'est quelque chose de très gros. Je lui ai montré quelque chose de très gros, ah ben voilà, là je le vois. Ah, vous allez me l'afficher, ok. La vérité est un petit peu en retard, mais ça ne saurait tarder. Ah, voilà. Bravo, merci beaucoup. Donc, je vais tout recommencer depuis le début. Alors, non, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'avoir une représentation du monde extérieur, mais que ces représentations du monde extérieur, eh bien, sont nourries en bonne partie de ce qui entre par nos yeux et nos oreilles. Ce qui nous permet de mettre à jour notre représentation du monde extérieur pour essayer d'en avoir une qui soit le plus précise, le plus juste possible. Mais que nos a priori sur le monde sont une composante très importante de la manière de reconstruire le monde extérieur. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est 3 voitures qui sont garées, et celle qui est devant est très grosse, celle qui est au milieu est moyenne, et celle qui est en arrière est une petite voiture. Et c'est quelque chose qui est très, très, très évident. Alors, dessinons des rectangles autour des pare-brises de ces voitures. Bon, vous voyez 3 rectangles, et en réalité, les 3 rectangles sont d'une taille exactement identique. Autrement dit, sur l'image, les 3 voitures ont une taille identique. Et pourtant, on a l'impression très forte que celle qui est en avant est grosse et celle qui est en arrière est petite. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que certes, il y a des informations qui entrent dans nos yeux, l'image des voitures, etc. Mais nous avons également une connaissance a priori des lois de la perspective, disons. C'est-à-dire qu'on sait, notre système visuel sait, et on n'y peut rien, que si un objet est loin, eh bien, il va nous apparaître plus petit. Et s'il est plus proche, il va nous apparaître plus gros. Autrement dit, des objets de taille visuelle identique, eh bien, ça voudra dire que celui qui est le plus loin, parce qu'il y a il est loin sur le long du trottoir, est en réalité très gros, et celui qui est très proche est en réalité très petit. Autrement dit, ce qu'on voit comme grand et petit, c'est pas ce qui arrive sur notre rétine, c'est ce que nous reconstruisons comme cause de notre perception dans le monde extérieur. Autre exemple, et c'est à celui-là que vous avez entendu faire référence, c'est l'histoire de la paire de ciseaux. Ce que vous voyez là, vous voyez un damier, vous voyez une sorte de cylindre vert, et vous voyez 2 cases, l'une marquée A, l'autre marquée B. La case marquée A c'est très sombre, la case marquée B est très claire. En réalité, si vous prenez une paire de ciseaux, que vous découpez comme ça a été fait ces 2 cases, vous voyez que, entre guillemets, en réalité, elles ont exactement la même couleur. Autrement dit, les 2 cases envoient vers vos yeux exactement la même lumière. Et pourtant, il est extrêmement évident que l'une est foncée et l'autre est claire. Pourquoi c'est comme ça ? C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire que notre système visuel sait que quand quelque chose est à l'ombre, eh bien la même chose, selon que c'est à l'ombre ou au soleil, ne va pas envoyer la même lumière. Si quelque chose est à l'ombre, et on voit que la case B est à l'ombre, ça veut dire que c'est en réalité plus clair que ça n'a l'air d'être. Si quelque chose est au soleil, ça veut dire qu'en réalité, c'est moins clair que ça n'a l'air d'être. Et donc, ce que vous voyez consciemment, ce n'est pas ce qui arrive dans vos yeux, c'est ce que vous inférez, ce que vous reconstruisez sur les causes dans le monde réel, dans le monde extérieur, de ce qui arrive dans vos yeux. On peut donner plein d'exemples comme ça. Toutes les illusions visuelles marchent un petit peu sur ce principe. Alors là, ce sont des principes, une connaissance du monde a priori, comment marchent les ombres, comment marche la perspective, auquel on ne peut rien changer. C'est quelque chose qui est câblé dans notre cerveau d'une manière inaccessible. Mais évidemment, il y a des a priori qu'on peut modifier. Et ça, c'est un exemple aussi très classique. Si vous n'avez jamais vu cette image, il y a des chances que vous ne voyez rien de spécial. Vous voyez des taches blanches et noires. Maintenant, si moi, je vous aide un petit peu en dessinant le contour de quelque chose qui se trouve dans cette image, vous voyez, bon, il y a un chien qui est en train de renifler par terre. Maintenant, si vous revoyez la même image que tout à l'heure, eh bien, cette fois-ci, vous voyez le chien. En principe, si tout va bien. En principe, vous voyez le chien. Pourquoi ? Parce que maintenant, le fait que c'est un chien est entré dans vos a priori sur le monde. Et donc, ce que vous voyez maintenant, eh bien, c'est le mélange de ce qui entre dans vos yeux et de vos a priori sur le monde, qui maintenant, contrairement à tout à l'heure, inclut ce chien. Alors,
Tout ça, c'est bien beau, vous percevez, votre perception est influencée par ce que vous savez sur le monde, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que si, en arrivant rue des Saints-Pères, je vois un éléphant, eh bien, je vais reconnaître l'éléphant. Mais je vais me dire, mais il n'y a pas d'éléphant dans rue des Saints-Pères, normalement, je vais faire un peu plus attention, je vais voir que c'est une affiche ou quelque chose comme ça. Autrement dit, je vais évaluer ma perception avant d'y croire. Et cette évaluation se fait aussi en fonction de mes a priori sur le monde. C'est-à-dire que je sais plein de choses sur le monde et je regarde, est-ce que la conclusion de ma perception, est-ce que ce que je perçois est plausible? Est-ce que je peux croire que c'est vraiment vrai? Et c'est ce qui permet, par exemple, il y a l'exemple de l'éléphant que je viens de vous donner, et ce qui permet à des patients, notamment, de critiquer des perceptions qui ne sont pas normales. L'exemple que vous voyez en haut, des carottes râpées, fait un petit aide-mémoire pour que je me souvienne d'une patiente qui avait ce qu'on appelle un syndrome de Charles Bonnet. En haut à gauche, vous voyez le portrait de Charles Bonnet lui-même, qui était un naturaliste du XVIIIe siècle, qui a étudié notamment la parthénogenèse des pucerons, mais pas uniquement, et qui a... cette patiente m'avait raconté, à ce moment-là, je ne savais pas que ça existait, ce syndrome, qu'elle avait vu sortir des jardins du Sénat un troupeau de bœufs, qu'elle avait traversé Paris conduite par sa nièce et qu'elle avait vu des chevaliers en armure circuler dans la ville, mais que la première chose qui lui avait semblé bizarre, c'est qu'elle était chez elle, elle avait vu ses carottes râpées décoller et aller se fixer au plafond. Mais cette dame savait parfaitement que tout ça n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de bœufs, qu'il n'y avait pas de chevaliers et que les carottes étaient restées sur la table. Elle était très inquiète, parce qu'elle se disait, est-ce que je ne suis pas en train de perdre la tête? Elle ne perdait pas la tête, elle avait une vision parfaitement critique du phénomène, parce qu'elle savait que c'est des choses qui n'arrivaient pas. En l'occurrence, le syndrome de Charles Bonnet, c'est la combinaison, c'est quelque chose qui vient chez des gens qui sont à la fois généralement assez âgés et qui également ont de sévères problèmes visuels, des pathologies des yeux. Et donc le cerveau privé d'informations en provenance des yeux fait un petit peu ce qu'il veut. Mais parfaite critique, l'exemple que vous voyez en bas, c'est un patient qui, il y a longtemps, était venu me voir très inquiet et m'avait dit « Docteur, je passe les détails, mais j'ai ouvert la fenêtre, je ne me sentais pas très bien, et j'ai vu en l'air au 3e étage, par la fenêtre, un de mes bons amis avec lequel j'avais justement rendez-vous à cette heure-là. Mais je sais bien que ce n'est pas vrai, j'ai jamais cru un instant qu'il était vraiment là en l'air suspendu, mais j'ai peur de perdre la tête, etc. » En l'occurrence, c'était un hématome qui venait de se former dans son lobe temporal droit, comme vous voyez là en bas. Donc, normalement, il y a cette critique avant de juger, de décider de croire à ce qu'on voit. Alors, le processus de critique et d'analyse de la plausibilité lui-même peut évidemment tomber en panne. Ça ne se passe pas n'importe où, ça aussi, ça se passe dans votre cerveau. Et qu'est-ce qui se passe si cette capacité à évaluer la plausibilité d'une perception ne marche pas bien? Eh bien, c'est une situation qui se présente pas mal dans des pathologies prises en charge par des psychiatres. Alors, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, des patients dysmorphophobiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a la conviction que sa peau est en train de changer de couleur, que son nez est en train de s'allonger, qu'il est affreux, etc., alors qu'il n'en est rien. Ou bien dans des situations d'anorexie mentale où des gens ont l'impression, bien que voyant les résultats sur la balance, ça ne se convainc pas qu'ils ont un poids normal, etc., etc. Il y a plein d'exemples. Et je vais vous donner un exemple un petit peu plus précis, qui est à la frontière de la psychiatrie et de la neurologie, qui se voit en effet dans certaines pathologies psychiatriques, mais qui se voit aussi peut-être sous une forme plus pure dans certaines pathologies neurologiques, qui est le syndrome de Capgras. Voici Joseph Capgras. Alors le syndrome de Capgras, c'est une histoire aussi vous n'êtes pas obligé de tout lire. Hein, l'idée est la suivante. C'était un patient qui avait une maladie neurologique. Et ce patient, eh bien, de temps en temps, il nous a raconté ça volontiers lui-même, il avait l'impression vraiment très curieuse, il y croyait, hein, l'impression très curieuse que son épouse était remplacée par
par une autre dame qui lui ressemblait d'une manière extraordinaire. Et il nous disait, voilà, c'est son sosie, mais alors incroyable. Et je pense qu'elle fait exprès de s'habiller comme elle. Il faut vraiment le voir pour le croire. Alors de temps en temps, donc, sa femme sortait, et puis elle revenait dans la pièce, et puis à ce moment-là, il était convaincu que ce n'était pas elle. Et puis elle ressortait, et puis quand elle revenait, eh bien, il lui disait, voilà, il y a encore cette fille qui est venue, c'est curieux, etc. Et quand on lui posait quelques questions, il essayait de rationaliser les choses. Il dit, oui, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un que je connaissais dans ma jeunesse. En tout cas, quelle est l'explication qu'on peut donner à ça et quel rapport avec ce que je vous ai dit avant ? L'idée est la suivante. C'est une proposition d'explication qui a été formulée par Max Coltheart, par exemple. Et l'idée, c'est ça. Vous voyez un visage, vous voyez quelqu'un, vous voyez quelque chose, mais en l'occurrence quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe deux choses en même temps dans votre système de perception. D'une part, vous reconnaissez de qui il s'agit. C'est ma femme, voilà, et vous ressortez tous les souvenirs qui vont avec. Mais en même temps, il y a un sentiment de familiarité. Et l'accès aux souvenirs, la reconnaissance et le sentiment de familiarité sont calculés, sont créés par deux systèmes qui marchent en parallèle, qui ne sont pas le même, qui sont indépendants plus ou moins. Et pour comprendre ce qui se passe dans le Capgras, il faut admettre une première panne. Cette première panne, c'est que l'identité est reconnue, mais il n'y a pas la familiarité. Donc, c'est le visage de ma femme, mais je n'ai pas de sensation de familiarité. OK. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans une situation étrange comme ça, disons d'anomalie perceptive ? Eh bien, il y a deux explications qui peuvent être imaginées. La première explication, c'est de dire c'est ma femme, mais pour une raison ou pour une autre, je ne ressens rien. Comment ça se fait ? Bon. Il y a une autre explication qui est de dire c'est que c'est pas ma femme. C'est que c'est un imposteur. C'est que c'est un sosie, c'est quelqu'un qui a remplacé ma femme. Alors évidemment, il y a une de ces deux explications qui est totalement invraisemblable, parce que sauf à imaginer un complot extraordinairement compliqué visant à la substitution de sa femme par un sosie, l'idée de l'imposteur ne tient pas debout. Mais, justement, chez ce patient, la seconde panne était le fait qu'il ne pouvait pas juger de l'invraisemblance, ou pas tout le temps, de cette hypothèse. Et donc il croyait, au moins par moment, que c'était effectivement un sosie de sa femme et pas sa femme. Donc deux pannes associées, une panne dans la perception et une panne dans l'interprétation de cette perception. Donc voilà tout ce que je voulais vous raconter. La vérité, c'est très intéressant, c'est notre cerveau qui l'a construit, et il l'a construit sur la base de tous ses a priori, tout ce qu'il sait déjà sur le monde. Et ce que fait la perception, ce qui vient dans nos yeux et dans nos oreilles, c'est rectifier un petit peu cette image du monde que nous avons déjà auparavant. Voilà, je vous remercie.